Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double pour un nouvel épisode à deux voix où j'ai eu le plaisir de recevoir Sylvie, qui est maman de 3 ou 4 enfants, comme elle le dit. Parce que Sylvie a vécu 2 grossesses gémellaires. La première, marquée par la perte de l'un de ses jumeaux au milieu de grossesse, et la seconde qui viendra, comme elle le raconte, panser de nombreuses blessures. Dans cet épisode, Sylvie nous parle de la découverte de sa première grossesse gémellaire, vue comme un cadeau qui arrive après plusieurs mois d'un parcours PMA. Elle revient sur le choc immense lorsqu'elle apprend lors d'une échographie en milieu de grossesse le décès de l'un de ses jumeaux. Elle nous parle des sentiments ambivalents qui la traversent alors, entre la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, le processus de deuil qui commence à faire sa place, et en même temps, la joie de savoir que sa grossesse se poursuit pour son deuxième petit garçon. Elle nous explique sa surprise moins de 2 ans après, lorsqu'elle apprend qu'elle est de nouveau enceinte de jumeaux. D'abord sous le choc et très inquiète pour cette nouvelle grossesse, elle l'amènera finalement à terme et vivra un accouchement où elle se sentira entourée et écoutée. La grossesse et la naissance de ses jumelles viennent panser certaines de ses blessures et lui prouver qu'une grossesse gémellaire peut aussi bien se terminer. Vous l'aurez compris, cet épisode aborde le sujet du deuil périnatal. Je vous invite donc à l'écouter dans les conditions qui vous conviennent, uniquement si vous vous sentez prêt ou prête à entendre ce témoignage. Un grand merci à Sylvie pour la confiance qu'elle m'a accordée en partageant son histoire, et à vous, merci d'être là pour l'écouter et pour nous soutenir. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Salut Sylvie. Salut Camille. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es? Je suis Sylvie, je suis accompagnante en maternage proximal et j'ai 3 enfants, ou 4, ça dépend comment on compte. J'ai 2 jumelles qui vont avoir 2 ans et leur grand frère qui a 4 ans, qui du coup a un jumeau qui est décédé pendant la grossesse. Est-ce que tu peux commencer par justement nous parler de cette première grossesse? Comment elle se passe et toi, dans quelles circonstances est-ce que tu apprends que tu es enceinte de jumeaux? Cette première grossesse, on l'a eue après un début de parcours de PMA qui a été stoppé à cause du Covid. C'est-à-dire qu'on a commencé les stimulations et au moment où on était censé commencer la FIV, il y a eu le confinement. Et donc du coup, tout a été mis sur pause à ce moment-là. Et en fait, début avril 2020, du coup, je découvre que je suis enceinte. Gros moment de joie, mais aussi gros moment de doute. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer avec la pandémie et tout ça? Donc on prend très vite rendez-vous avec la gynécologue. J'y vais seule, du coup, parce que les conjoints ne sont pas autorisés à ce moment-là de la pandémie. Ouais, c'était le tout début du Covid, premier confinement. Du coup, tu étais seule à y aller. C'est ça. Et donc du coup la gynéco m'accueille en plaisantant en me disant alors du coup vous le faites sans aide, au moins vous nous ferez pas des jumeaux. Et en fait elle met l'échographe, elle fait oh mais non, c'est des jumeaux. Nous on n'a pas été trop surpris ou trop bouleversés, au contraire c'était plutôt une chance. Ça faisait plusieurs années qu'on voulait avoir un bébé et qu'on n'y arrivait pas, donc là c'était coup double, quoi. Yes, Ouais. on va avoir les bébés dont on a toujours rêvé, quoi. Et puis, comme justement, il y avait eu aussi ce parcours PMA qui avait été initié, peut-être aussi, vous vous attendiez aussi à une grossesse peut-être multiple du fait de la PMA. Bon, là, c'est pas arrivé dans le cadre de la PMA, mais vous étiez peut-être aussi préparé à cette éventualité, plus que s'il n'y avait pas eu non plus le parcours PMA en amont. C'est ça, en fait, je prenais quand même une stimulation et sur les médicaments de la stimulation, c'était effectivement écrit qu'il y avait plus de chances d'avoir des grossesses gémellaires. Mais voilà, nous, ça nous avait pas fait peur et on a été très très contents du coup d'avoir cette annonce. Ouais, j'imagine. Du coup, c'était une grossesse bicoriale biamniotique? C'est ça, une grossesse bibi. Comment ça se passe du coup, suite à l'annonce de cette grossesse gémellaire, soit les premières semaines, premiers mois, comment ça se passe? On est en plein confinement. On vient d'acheter notre maison, donc on a la chance d'avoir un grand jardin. Beaucoup de travaux à faire, mais rien d'ouvert ou quoi que ce soit. Donc on passe nos journées clairement dans le jardin à profiter. Moi, je suis en chômage partiel, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout au travail.
Et mon conjoint, pareil. Donc vraiment, c'était la belle vie à ce moment-là, à profiter du Ouais, jardin. un moment en pause au milieu du C'est chaos ça. du quotidien, un petit moment de pause de ce début de grossesse. C'est ça. Et la gynécologue m'avait dit du coup dès la première échographie qu'elle ne me laisserait pas reprendre le travail dans les conditions actuelles, donc avec un Covid dont on ne savait rien, on n'avait aucune idée de à quel point c'était dangereux pour les femmes enceintes ou pas, en sachant que moi j'étais animatrice périscolaire et que donc du coup je voyais environ 200 enfants par jour et que je passais ma journée debout sans pause, sans avoir possibilité de m'asseoir pendant les vacances ou ce genre de choses. Ouais. Donc elle m'avait clairement dit qu'elle ne me laisserait pas retourner travailler tout de suite. Donc on savourait vraiment le moment et on se sentait vraiment chanceux de pouvoir avoir cette grossesse dans un petit havre de paix tranquille. Ouais, le cadre était propice du coup à la tranquillité et au fait de profiter. Ça marche. Du coup, comment ça se poursuit? Qu'est-ce qui se passe pour tes 2 bébés au cours de la grossesse? Eh bien écoute, tout se passe bien au début. Ouais. Sur les premiers mois. Nous on avait vraiment l'angoisse qu'il se passe quelque chose de mal pendant les premiers mois et c'est vrai que tu sais, je pense qu'on l'a toutes ressenti pendant la grossesse, mais un petit peu l'angoisse d'aller aux toilettes et de se retrouver avec du sang au fond de la culotte ou quoi que ce soit. Et en fait pas du tout, tout se passe super bien. On fait même pas mal de travaux dans la maison dès que les magasins réouvrent un petit peu, on s'active un petit peu pour aménager cette maison pour ces 2 bébés. Et ça se passe relativement bien. Donc l'échographie T1 est très rassurante. On fait le DPNI, aucun problème. Donc du coup, moi j'avais une échographie tous les mois pour vérifier que tout se passait bien. Et jusqu'au mois de juillet, tout se passe bien. À la fin du mois de juillet, sur l'échographie, la gynéco me dit il y a un petit décalage qui commence à se faire. Ok. Le mois de juillet, du coup, ça fait pour toi. T'es tombée enceinte en avril, c'est ça? Ça fait 3 mois de grossesse? C'est ça. Donc, ouais, je devais être à tout juste 4 mois ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc elle me dit, oui, il y a un petit décalage, c'est pas très inquiétant, mais on va faire une échographie dans 15 jours pour vérifier. Et 15 jours après, en fait, mon monde s'effondre parce que à peine elle a posé la sonde échographique que je vois qu'il y a un problème. Il y a un des bébés qui bouge plus, qui a les bras en croix. La gynécologue à ce moment-là a vraiment un réflexe qui va me soutenir pendant tout le reste de la grossesse. Le premier truc qu'elle me dit, c'est on va vérifier comment va l'autre bébé. Elle trouve tout de suite son cœur bat. Elle me dit d'accord, ok. Donc le premier bébé va bien, je reviens sur l'autre. Elle regarde et elle me dit surtout c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Et en fait elle me rassure comme ça en me disant que j'y peux rien. Et elle me garde en fait dans son bureau, elle va me garder pendant bien 1 heure et demie. Parce qu'à cette époque-là, mon mari est en déplacement à l'étranger. Il a trouvé un travail en Suisse et donc du coup, il est parti travailler 2 semaines en Suisse entre 2 confinements. Et donc du coup, je suis seule à la maison. J'ai aucun moyen en fait de le contacter tout de suite ou ce genre de choses. Donc c'est assez prenant. Et la gynécologue, en fait, refuse catégoriquement que je reprenne le volant et que je sois toute seule pendant toute l'après-midi avec cette nouvelle à digérer. Donc, elle me garde dans son bureau jusqu'à ce que j'ai une amie qui décroche son téléphone et qui me dise oui, viens manger à la maison, il n'y a pas de souci. Donc voilà, elle me laisse partir à ce moment-là en me disant bien que j'ai un rendez-vous, qu'elle va me trouver un rendez-vous très très rapidement à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon, qui a du coup un pôle spécialisé dans les grossesses gémellaires pour voir quel a été le problème et est-ce que le deuxième bébé a besoin d'une prise en charge spécifique ou est-ce que tout va bien. Et pour du coup le bébé décédé, qu'est-ce qu'il préconise? Est-ce que tu poursuives la grossesse avec ce bébé aussi ou que du coup... Justement, à ce moment-là, j'en sais rien. À ce moment-là, elle me dit juste, on va vérifier que l'autre bébé va bien. Et c'est en fait ce bébé-là qui va définir qu'est-ce qui va être possible de faire et qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà, je vis les choses un peu difficilement à ce moment-là. J'ai plein de pensées qui me traversent l'esprit et aujourd'hui, maintenant, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu penser ça? De me dire, est-ce qu'il faut que j'arrête toute la grossesse? Est-ce que j'ai raté mon rôle de maman? Est-ce que je vais pouvoir aimer ce petit garçon? Parce que du coup, on savait déjà que c'était 2 garçons. Est-ce que je vais pouvoir aimer ce petit garçon maintenant que son frère est plus là? Est-ce que lui aussi, il va mourir ou est-ce que il va survivre? Comment est-ce qu'il va grandir avec ça?
Et donc, j'ai énormément de doutes et de questions et je suis complètement perdue. À HFME, ils me rassurent tout de suite sur le fait qu'a priori, ça posera aucun problème pour l'autre bébé. Ils font une échographie morphologique, du coup, c'est clairement l'échographie du 5e mois. Donc, ils me font directement la T2 pour bien vérifier. Ils me disent, il n'y a absolument aucun problème. Il va bien grandir et on ne peut rien faire pour le bébé décédé, c'est-à-dire qu'il va rester là jusqu'à ce que son frère décide qu'il est temps pour lui de rejoindre vos bras. De naître, ok. Comment tu vis, toi, avec cette nouvelle? Comment tu te sens après qu'il t'ait dit ça? Alors, il s'est passé environ 2 semaines entre l'échographie où j'ai appris le décès et cette échographie-là. Du coup, j'ai eu le temps de digérer un petit peu l'information. On a été accompagnés aussi par une sage-femme, la sage-femme de la PMI à la maison, qui a été très douce et très rassurante et très enveloppante pour nous sur le fait que ils étaient là, qu'on aurait un suivi professionnel et psychologique aussi adapté. Et qu'on ne serait pas lâché sur la question, qu'on pouvait toujours les appeler, etc. Et ce qui fait que du coup, j'étais relativement sereine vis-à-vis de ça. J'avais pu aussi beaucoup me renseigner sur des groupes de parents, notamment sur Facebook, où il y a des personnes qui disaient qu'elles ont vécu ça de manière terrible, et d'autres qui disaient que, en fait, elles l'avaient bien vécu. Et finalement, moi, je l'ai assez bien vécu parce que ça me permettait de me dire que j'avais le temps avant de le laisser partir, avant de digérer l'information vraiment et que on me l'enlevait pas tout de suite en fait, que j'aurais du temps avant de faire sa rencontre et que j'avais du temps pour m'y préparer aussi. Toi, c'était un début de parcours de deuil aussi, que de le ça. garder un petit peu auprès de toi et après le laisser partir au moment du coup de la naissance. C'est ça. Et il y a une autre information qui m'a aussi beaucoup aidée sur la suite. C'est que du coup, à ce moment-là, il y a une grosse interrogation qui se pose parce que mon bébé est décédé avant 21 semaines. Ok. Et dans les protocoles de la CAF et de la Sécurité sociale, c'est ce seuil de viabilité qui conditionne le congé maternité, qui conditionne les aides, etc. Et tout ce le fait de pouvoir le mettre dans le livret de famille, etc., etc. Et du coup, à ce moment-là, moi, je ne sais pas si je vais avoir un congé gémellaire, un congé simple, pas de congé maternité du tout, ce que m'a dit la sécurité sociale au premier coup de téléphone. Mais donc, du coup, après investigation, effectivement, j'avais bien le droit à un congé gémellaire, etc. Parce que c'est la date d'accouchement qui conditionne. D'accord, ouais. C'est pas la date de décès in utero, c'est la date d'accouchement. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, effectivement, c'est le fait d'expulser le bébé décédé qui compte. Et donc, du coup, le fait de pouvoir le garder auprès de moi, ça me permettait un petit peu de réparer, de pouvoir avoir ce congé gémellaire et de pouvoir me dire que ce petit bébé, au final, il avait quand même vachement aidé son frère parce qu'avoir sa maman 6 mois auprès de lui plutôt que de devoir retourner travailler à 2 mois et demi, c'était plus confortable et plus doux pour lui, quoi. Comment elle se passe, du coup, la fin de ta grossesse, en tout cas le reste de sa grossesse, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe toujours en demi-teinte parce que toujours avec cette inquiétude qu'il se passe quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, en fait, moi, juste avant d'apprendre le décès, j'avais vraiment une confiance absolue en me disant j'ai passé les 3 mois, il peut plus rien se passer. Tout va bien se passer. Et en fait, j'apprends que non, les bébés peuvent avoir des problèmes même après 3 mois, que tout peut se renverser d'une minute à l'autre. Et donc, c'est vrai que pour le coup, je deviens ultra vigilante, ultra attentive à tout ce qui peut se passer en moi. Et je fais du coup plusieurs allers-retours aux urgences parce que il y a un soir, je me réveille avec d'énormes douleurs au ventre. Donc du coup, on fonce à la maternité. On arrive ultra stressé. Et en fait, la sage-femme, quand elle nous pose le monito, elle rigole. Parce que ce que moi, j'ai pris pour des contractions ultra violentes, c'est mon bébé qui me donne des coups de pied, en fait. C'est ses premiers vrais gros coups de pied. Mais sur le moment, en fait, on était tellement paniqués pour rien, entre guillemets, que on va aux urgences. Pareil, dès que je le sentais pas bouger pendant une petite heure, la panique commençait à monter et on allait très régulièrement, du coup, aux urgences pour vérifier alors que tout allait bien, qu'à chaque fois avec le monito, on le sentait bien. On a fait de l'aptonomie, du coup, à partir de ce moment-là.
Alors l'aptonomie, si je définis rapidement, c'est une préparation à la naissance où le papa est aussi très actif et qui vise à entrer en communication avec le bébé et pouvoir jouer avec lui et communiquer avec lui. Ce qui du coup va beaucoup nous aider par la suite puisque quand on commence à avoir cette petite angoisse qui monte de pas le sentir bouger pendant très longtemps, bah, il suffisait que je demande à mon mari de poser les mains sur mon ventre pour que direct, en fait, il se manifeste en disant genre c'est bon, je suis là, je vais bien. Donc du coup, vous arrivez à trouver un peu de soutien avec l'autonomie qui arrive du coup à vous rassurer parce que vous arrivez à sentir votre bébé. C'est ça. Et en parallèle de ça, du coup, on a la PMI qui nous a organisé, un suivi. Donc on a une sage-femme qui vient une fois par semaine, notamment sur la fin de grossesse, pour faire un monitoring et s'assurer que tout se passe bien. Donc ça nous rassure aussi beaucoup. Et on a un rendez-vous avec une assistante sociale de la CAF qui nous permet d'avoir une prise en charge complète, sur un suivi psychologique avec une psychologue spécialisée là-dedans et donc du coup, toutes nos séances sont prises en charge, parce qu'à l'époque, on n'a pas beaucoup de moyens. Moi, j'ai un travail, à mi-temps, enfin un travail qui est pas très bien rémunéré et mon mari, du coup, il travaille, de manière, ponctuelle. Donc c'est vrai Ok. que, sans ça, on n'aurait pas du tout poussé ce suivi-là, quoi. On serait resté plus, à se débrouiller comme on peut parce qu'on n'avait pas forcément conscience de l'importance Hmm. de ce suivi et de la santé mentale, à ce moment-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous a soutenus et qui nous a permis de bien vivre, en fait, cette suite de grossesse, malgré les gros stress, quoi. Ça marche. J'imagine que tu en as parlé aussi avec ton mari, justement. Lui, comment est-ce qu'il a vécu toute cette période, puis tous ces rebondissements au cours de la grossesse aussi? Ça a été très difficile pour lui parce qu'il s'est senti énormément impuissant, heu, parce que, il était pas là pour me soutenir quand c'est arrivé. Donc il est rentré dans la journée, le plus vite possible dès qu'il l'a appris. Mais, mais il était triste de pas avoir été là pendant l'annonce parce qu'il aurait voulu pouvoir être là pour moi à ce moment-là. Il était très désolé, en fait, parce qu'il voyait que moi je stressais, puis il avait l'impression que lui, il pouvait rien faire pour ça. Mon mari, il a aussi une expérience in utero un petit peu, hors norme, c'est-à-dire que, pendant qu'il était dans le ventre de sa maman, en fait, lui, son cœur s'est arrêté. Hem et du coup, sa maman, en fait, a tenu à maintenir la grossesse, alors que, le gynécologue était très, très pessimiste et en fait, mon mari va bien, son cœur, était reparti à l'échographie suivante et cetera. Waouh. Hmm. Donc donc ça a remué aussi tout un tas de choses, dans sa famille et pour lui et puis un espèce d'espoir malsain de se dire peut-être que ça va nous arriver aussi. J'imagine. Donc non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais du coup, oui, il avait pas mal de difficultés, en fait, à se positionner là-dessus et à pouvoir dire, à quel point est-ce que lui, il se sent pas bien, à quel point il se sent, en décalage avec ce qui se passe, à quel point lui aussi doit faire le deuil, de pas avoir, 2 enfants, puis finalement d'en avoir un. Parce que c'est toute la délicatesse, de la situation. C'est à la fois on a perdu un bébé, donc on se sent très endeuillé, on se sent très à la marge, on n'arrive plus vraiment à se réjouir autant qu'au début de la grossesse et puis d'un autre côté, on se reconnaît pas du tout dans la plupart des parents, endeuillés parce qu'on nous a proposé des groupes de parole et ce genre de choses et nous, en fait, on se sentait juste pas ni l'un ni l'autre parce que, en fait, on a toujours la chance d'avoir un bébé en vie. Ouais, c'est une situation différente que voilà que ce que d'autres vivent et je comprends cette ambivalence d'un côté, la joie d'avoir quand même cette grossesse qui se poursuit et ce bébé qui va bien, mais d'un autre côté, le deuil qui suit son chemin pour le second C'est bébé. ça. Du coup, jusqu'à quel terme tu arrives à mener cette grossesse du coup? Et ben, on est arrivé jusqu'à 39 plus 6, donc OK. comme une grossesse, simple, classique, on va dire. Moi, j'avoue, je m'étais totalement projetée dans, le fait que ma grossesse n'irait pas jusqu'à la fin. Parce que du coup, dès le début, on m'a dit: «C'est des jumeaux, donc vous allez accoucher plus tôt et cetera. Si vous arrivez à
à atteindre le mois de décembre, ce sera déjà bien. Au final, j'ai accouché tout à la fin du mois de décembre. Donc c'est vrai que le dernier mois a été très, très long parce que je m'étais projetée sur une rencontre imminente et qu'en fait, du coup, ça attendait et en fait, plus la grossesse durait, plus je me demandais si mon bébé serait en bonne santé et plus j'avais envie en fait, de l'avoir dans mes bras pour me rassurer, pour me sentir moins impuissante aussi parce que, du coup, s'il est dans mon ventre, je vois pas tous les signaux. Je peux pas voir s'il va bien, je peux pas Mmh. contrôler qu'il respire, je peux pas contrôler que son cœur est encore en train de battre. Donc plus la grossesse a avancé, plus il y avait un petit peu de stress là-dessus. Du coup, comment se passe ton accouchement et la naissance de tes 2 garçons? C'est ça. Et l'accouchement est très, très long parce que, donc je commence à avoir le travail qui se met en place, vers 19h et en fait le lendemain à midi, je suis toujours pas à la maternité, j'ai toujours des contractions rapprochées, douloureuses, mais il se passe, rien concrètement. On a appelé plusieurs fois la maternité, ils nous disent de patienter, ils nous disent, de prendre des bains, de prendre du Spasfon et cetera et cetera. Puis en fait, vers 12h30, j'en ai marre, j'ai besoin d'un accompagnement un peu plus présent, donc on part à la maternité. Bon, on va pas avoir plus d'accompagnement que ça à la maternité finalement. Mmh. Et ils nous font juste attendre dans une chambre que ça s'avance tout seul. Moi qui avais un projet d'accouchement, le plus physiologique possible, alors je savais déjà que j'aurais pas un accouchement physiologique parce que la gynécologue m'a très vite annoncé après le décès du bébé qu'elle devrait faire une révision utérine. Donc c'est le geste en fait que le gynécologue passe à l'intérieur de l'utérus après la naissance du bébé pour vérifier qu'il n'y a rien, qui est resté accroché après la sortie du placenta, voire même ils le font avant la sortie du placenta pour bien, aider la délivrance et vérifier qu'il n'y a pas d'adhérence à l'intérieur. Et moi, ce geste me faisait énormément peur, donc je voulais un accouchement sans péridurale, physiologique et cetera et on me dit d'emblée que ce sera pas possible. Par contre, on me dit que, voilà, la péridurale, on peut la retarder ou on peut éventuellement faire une rachianesthésie après la naissance pour cette révision utérine-là. Moi, mon but, c'est au maximum de viser la rachis, mais je suis pas du tout aidée dans ce projet. L'anesthésiste, il m'a déjà, cassé les genoux en me disant: De toute façon, je vous connais, vous les femmes, vous viendrez pleurer pour avoir la péridurale et donc du coup, quand j'arrive à la maternité et que j'explique mon projet d'accouchement, on me fait des monitos où on me demande de pas bouger. Après, on me parque dans une chambre en me disant de me reposer. Donc voilà, on n'est pas du tout aidé. Et en fait, au bout de 4 heures, à essayer de me reposer comme je pouvais, on finit par appeler une sage-femme en me disant: «Mais en fait, il y a c'est possible de faire quelque chose contre la douleur là parce que j'en peux plus» et puis on me dit direct, «Ah il y a la péridurale». Je dis: «Bah oui, mais il y avait pas d'autre solution avant». «Ah là madame, il faut que vous décidiez quoi». Donc je fais: «Bon va pour la péridurale en fait, je vais pas Mmh. lutter, contre une anesthésie que je sais que je vais devoir avoir après l'accouchement de toute façon». Moi ça fait depuis, la veille 19h que je dors pas, que j'essaye de gérer comme je peux. Au bout d'un moment, il fallait quelque chose à ce moment-là, je suis dilatée, je crois, à 2 ou 3 max et du coup, la sage-femme, elle part en me disant genre, «Bon, vous me rappelez quand vous avez percé la poche des os, mais à mon avis, ce sera pas avant minuit, quoi». Et 5 minutes après, on rappuie sur le bouton et elle arrive un petit peu choquée en disant genre: «Quoi? J'ai oublié de vous donner une bouteille d'eau» et en fait, mon mari et moi, on est tous les 2 morts de rire parce que je viens de rompre la poche des os et vraiment ça a fait un bruit, ça a fait un bruit de bouchon de champagne. Du coup, à partir de ce moment-là, le travail s'installe très, très vite et je sens quand même les choses, je sens quand même les contractions. Par contre, j'ai de la difficulté à savoir exactement, comment bien pousser parce que la position ne s'y prête pas, et que les sensations, sont un petit peu quand même, floues. Mais, l'accouchement se passe, relativement vite puisque du coup la péridurale est posée vers 17h30 et j'accouche à 19h17. Donc ça a été très, très rapide. Donc, mon bébé Ethan, du coup, qui allait bien, était en bas, donc ça posait pas de problème pour la voix basse. Donc à 19h17, il est là, il est dans mes bras
il va bien, il respire. Très vite, on le donne à son papa en peau à peau parce que, du coup, la gynécologue, me dit: «On va faire la révision utérine tout de suite, comme ça c'est fait». On avait demandé expressément à ne pas voir le bébé décédé parce que c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. On savait qu'après plusieurs mois dans le ventre, en étant décédé, il serait pas forcément, identifiable à ce stade-là, qu'il serait probablement inclus dans le placenta aussi, de Ethan, du coup. Et du coup, on avait fait ce choix-là. C'était un choix qui nous tenait à cœur. Ça a été difficile de le faire respecter à la maternité parce qu'ils étaient tous en train de nous dire que, ça nous aiderait à faire notre deuil. Je comprends totalement les parents qui ont besoin de tenir leur bébé dans les bras. Nous, on n'en a pas eu besoin. Pour le coup, ça a été respecté, donc elle a pu faire la révision utérine et après, du coup, elle nous a demandé si on voulait envoyer le corps de notre bébé en autopsie ou si on voulait le faire enterrer, dans la commune. Vous, du coup, vous avez choisi, vous avez fait quel choix, du coup? Et ben, on a choisi l'autopsie, du coup. On s'était dit que si on avait des jumeaux, on n'aurait probablement pas d'autres grossesses et en fait, le fait d'avoir perdu un bébé, on s'est dit: ça rouvre quand même la porte, de retenter une grossesse plus tard, après. Donc on voulait savoir, en fait, s'il y avait eu un problème, quel était le problème et on voulait aussi s'assurer que, c'était un problème qui ne risquait pas d'arriver à Ethan plus tard. Parce qu'on ne savait pas si c'était une malformation ou quelque chose qui pourrait être latent chez Ethan ou pas. Et du coup, on a eu les résultats de l'autopsie, alors très, très longtemps après, mais on a reçu un courrier de la gynécologue qui nous a permis de pouvoir, être sûr qu'il ne se passerait rien pour Ethan et que s'il y avait une grossesse, par derrière, on savait quoi regarder pour être sûr, d'aider ce petit bébé à venir au monde, quoi. Comment ça se passe, du coup, les premiers moments avec Ethan? Voilà, vos premiers pas en tant que nouveaux parents. Et ben, ça se passe, alors à la maternité, ça se passe clairement mal, mais une fois qu'on est rentré à la maison, ça se passe plutôt bien. On a une sage-femme à la maternité qui va avoir une phrase très, très malheureuse, juste après la nuit de Java. Donc c'est-à-dire que, c'est une Mmh. nuit où j'ai pas dormi, c'est une nuit qui a été particulièrement éprouvante, où j'ai entendu plusieurs fois des auxiliaires me dire, «C'est bon, un bébé ça pleure, va falloir vous y habituer». Et du coup, la dernière auxiliaire qui vient me voir au milieu de la nuit alors que, je vois plus mes mains, que je suis épuisée, que j'ai pas dormi depuis la veille 6 heures du mat. Elle me dit: «Écoutez, je vois que vous êtes vraiment fatiguée, prenez votre bébé dans le lit pour pas le faire tomber». C'était ma grande angoisse, c'était de le faire tomber entre mon lit et le Mmh. berceau et elle me dit: «Bah, vous levez les barrières et vous le prenez dans votre lit pour la fin de la nuit, ça va aller». Et du coup, quelques heures plus tard, il y a cette sage-femme qui rentre, dans la chambre sans même frapper et qui nous dit: «Surtout ne jouez pas avec la vie de votre bébé à l'hôpital, vous ferez ça à la maison». Mmh. Et pourtant, ça avait beau être marqué partout dans notre dossier que, qu'il y avait eu un deuil pendant la grossesse. Voilà, cette phrase, elle est ultra malheureuse. J'ai passé la journée à pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant que j'allais tuer mon bébé, Tu m'étonnes. si je le maternais, si je le touchais et cetera. Et pour le coup, une fois qu'on est rentré à la maison, en fait, avec la sage-femme qui nous avait suivis pendant la grossesse et ben, elle a su nous rassurer et tout s'est super bien passé. Combien de temps, du coup, après la naissance d'Ethan, vous vous relancez dans un deuxième projet bébé? Et ben, on voulait des enfants assez rapprochés, donc autant que enfin, les jumeaux, ça nous convenait parfaitement, mais du coup, on voulait des enfants assez rapprochés. Donc on s'est remis à penser à un nouveau bébé. Ethan devait avoir, un petit peu moins d'1 an. J'ai dit une bêtise. Il avait 18 mois. Il avait 18 mois quand on a relancé les démarches, donc j'avais toujours pas de retour de couche et cetera et on se dit: «Bah, si on relance un protocole PMA, il va falloir du temps, donc on s'y prend maintenant». Et du coup, on essaie de déclencher mon retour de couche, à grands coups de médicaments plusieurs fois, ça fonctionne pas. Il faut 3-4 mois à peu près pour que mon retour de couche arrive, que je recommence à avoir des cycles et puis, on recommence, les stimulations et cetera. La gynécologue qui me suit me dit que finalement, ils ont pas encore l'accord de la sécurité sociale parce que l'accord était pas passé à cause du covid. Donc il faut relancer des démarches administratives et cetera et cetera. Mais elle me conseille en attendant les démarches, papier quoi, elle me conseille de continuer la stimulation et de continuer naturellement, à essayer de concevoir. Il y a un jour où elle me dit: «Ah c'est dommage», elle me fait une échographie donc de contrôle, elle fait: «Ah ce mois-là, ce serait parfait,
Il y en a 2, mais il y en a un qui est plus gros que l'autre, donc a priori, ça devrait pas être des jumeaux. Il y a un petit risque, mais voilà. Par contre, j'ai toujours pas le papier, donc moi, j'ai pas le droit de tenter une insémination là. Donc essayez naturellement et on verra bien. Et en fait, je reçois un coup de téléphone 3 semaines après, à peu près, de la gynécologue qui me dit: «OK, j'ai reçu le papier de la sécurité sociale, ce mois-ci, on peut tenter une insémination». Moi, à ce moment-là, je lui dis: «Bah, ça tombe bien que vous m'appeliez parce que moi aussi j'allais vous appeler. J'ai ultra mal au ventre, il y a un problème, j'ai le ventre qui est méga gonflé. Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit du coup de venir, sous 2 ou 3 jours. Et en fait, elle me voit arriver, elle fait: «OK, vous faites une hyperstimulation ovarienne, donc on va pas pouvoir continuer en fait, à stimuler, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête. Douche froide». Et puis elle me fait: «Bah, on va quand même faire une prise de sang, bêta-HCG et cetera pour voir un petit peu, les dosages». Et en fait, sur Du la coup, prise de c'était du sang, j'apprends que je suis avec des enceinte. médicaments que tu faisais cette, hyperstimulation ovarienne? C'est ça, en fait, les médicaments pour concevoir, c'est une piqûre qui, va avoir tendance à stimuler les ovaires pour qu'ils produisent, plus de follicules et des plus gros. Et ensuite, tu déclenches, l'ovulation en mettant une petite dose de bêta-HCG et c'est cette piqûre-là qui peut, provoquer une hyperstimulation. Sauf que normalement, l'hyperstimulation ovarienne, elle est censée arriver quelques jours après cette piqûre. Donc quelques jours après le moment de l'insémination. Sauf que moi, ça se déclenche, 2 semaines et demie après. Mmh. Et c'est pour ça que du coup, la gynéco, elle dit: «Bon, on va quand même faire des dosages parce que c'est bizarre». Et du coup, sur le dosage, elle me dit: «Bah, en fait, c'est parce que vous êtes enceinte et que vos taux de bêta-HCG ont grimpé à fond». À ce moment-là, tu te doutes un peu ou tu penses à l'éventualité que bah, ce soit de nouveau des jumeaux? Franchement, je me dis, «Non, c'est une grossesse normale». Je me réjouis de vivre une grossesse normale à ce moment-là. J'ai pas du tout envie d'avoir des jumeaux. En plus, à l'échographie, elle m'avait dit qu'effectivement, il y en avait 2, mais que vu la différence de taille, c'était très peu probable et cetera. Donc je me dis: «Non, c'est bon, c'est pas des jumeaux». Et du coup, on fait une échographie de datation quelques semaines après. Et la gynécologue, elle plaisante en me disant qu'elle a rêvé de moi et qu'elle a rêvé qu'elle m'annonçait que c'était des jumeaux. Et je dis: «Non, mais de toute façon, il y a peu de risques». Et elle me dit: «Je m'avance pas, on va voir». Et effectivement, en fait, à peine elle a posé la sonde sur mon ventre que, voilà, c'est des jumeaux, OK. Et là, pour le coup, l'annonce, elle est beaucoup plus dure à digérer, quoi. Parce que je m'y attendais pas, parce que du coup, j'ai très, très peur qu'il se repasse exactement la Bien même sûr. chose. En fait, c'est même pas de la peur qu'il se repasse quelque chose, c'est je ressens dans mon corps, dans mon âme, dans tout mon être qu'il n'y a pas d'autre issue possible à une grossesse gémellaire que l'issue que j'ai déjà vue. Et donc je me projette pas du tout avec de bébé. Mais genre vraiment pas du tout. Il me faut bien 4 ou 5 mois pour que je me dise: «Bah, en fait, je vais peut-être être maman de jumelles». Parce que Mmh. du coup, entre-temps, j'apprends que ce sont 2 Tu apprends filles. les sexes, ouais. C'est ça. Et du coup, je me dis: «Bon, je vais peut-être avoir 2 filles. Comment je vais gérer ça?» Parce que Mmh. pour En le fait, coup, c'est que je me tu sens avant, autant. tu t'autorisais pas à te projeter avec justement ces 2 bébés, ces jumelles, parce qu'il y avait toujours, bah, cette peur et le passé, qui refaisait un peu surface. Bah, il y avait de ça et en même temps, il y avait aussi heu: «Mais je vais pas être capable de gérer 2 bébés avec mon grand qui a tout juste, Mmh. 2 ans». Les 9 mois de la grossesse, pour le coup, ont été nécessaires pour que je puisse faire le chemin de me dire: «OK, peut-être que je vais quand même avoir 2 bébés vivants à la fin de la grossesse». Et OK, comment est-ce que je me prépare moi en tant que maman pour voir d'un aspect positif au fait d'avoir 2 bébés et pas un seul? Comment tu t'es préparée justement? C'était plutôt une préparation plutôt mentale, autour de toi, ton cheminement, en disant que ça allait bien se passer aussi avec 2 bébés? Bah, je me souviens que le gros moment le gros point de bascule pendant ma grossesse, c'est que du coup, moi, j'avais vraiment rêvé d'un accouchement physiologique. Je me suis dit que j'allais pouvoir réparer, que j'allais pouvoir, accoucher peut-être en maison de naissance ou dans un truc, Mmh. très peu médicalisé. Et en fait, plus je me renseigne sur, le suivi, en plus le suivi à ce moment-là est excessivement stressant parce que ma gynécologue est très, très stressée. C'est elle qui m'a appris la mort de mon premier bébé, donc elle est, elle est stressée puissance 10. Elle m'interdit tout, c'est-à-dire qu'elle interdit, les relations sexuelles, elle interdit le sport.
Elle m'interdit de ne pas marcher de la journée. Il faut que je marche 30 minutes, mais il faut pas que je marche 40 minutes, sinon c'est trop. Enfin, donc c'est extrêmement Hmm. anxiogène. Quand je me renseigne sur l'accouchement, comment ça va se passer, un accouchement gémellaire, on me dit toujours que la péridurale, c'est une obligation, que je vais devoir accoucher en position gynécologique, que j'aurai pas de choix, que le deuxième bébé, c'est la gynécologue qui l'extrait du ventre, direct. Et en fait, moi, cette idée me révulse et je sens qu'il y a un problème. Enfin, la gynécologue, à un moment, me dit sur un ton badin qu'il va falloir me faire un cerclage du col de l'utérus. Et en fait, elle le dit de manière tellement décontractée que je pense pas sur le moment que c'est une opération chirurgicale sous anesthésie. Et je me dis: «Bon, bah, OK, si c'est juste une pince qui vient faire claque sur le col de l'utérus, ouais, pourquoi pas, quoi». Hmm. Et quand elle me dit qu'il faut que je remplisse le formulaire pour l'hospitalisation et l'anesthésiste, bah, je tombe des nues, ça va pas du tout. Donc j'appelle, la sage-femme de PMI qui me suit, c'est pas la même que pour la première grossesse, mais je m'entends très bien avec et du coup, elle est extrêmement soutenante qui me dit: «Bah, je vais pas vous dire de pas le faire, mais faites vraiment votre choix. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de demander un deuxième avis» et elle me glisse «Vous avez le droit de changer de maternité». Et pourquoi est-ce qu'il préconisait le cerclage? Parce qu'il y avait une menace d'accouchement prématuré pour toi? En fait, personne me le dit à ce moment-là. C'est-à-dire que, ma gynécologue me dit juste: «C'est par précaution. C'est parce que vous portez votre aîné, c'est parce que, Ah ouais. c'est pour éviter qu'il se passe quelque chose» et donc du coup, je suis un petit peu tendue là-dessus, mais la sage-femme de la PMI, du coup, me dit: «Par contre, bah, l'avantage du cerclage, c'est que a priori, vous êtes tranquille sur le fait que votre col va pas s'ouvrir, et cetera et donc du coup, vous protégez vos bébés» et voilà et donc du coup, je me dis: «OK, bon, je vais faire ce cerclage» parce que, visiblement tous les professionnels de santé autour de moi me disent que c'est vraiment bien et surtout la gynécologue me dit: «Mais en fait, dans 2 semaines, on n'aura plus la possibilité de le faire. Ce sera trop tard». Donc du coup, je prends sur moi, je le fais, je le vis très, très mal, je vis très, très mal, l'opération. Du coup, ils me font une rachie, donc je suis consciente de tout et clairement j'entends, je sens les choses et en fait, j'ai très peur qu'il se passe quelque chose pour mes bébés à ce moment-là. Donc je le fais et après, en fait, je demande mon dossier médical à la gynécologue et je découvre des trucs écrits sur mon dossier médical où même la sage-femme est restée sans voix parce que du coup, en fait, mon col était quasiment ouvert à 2 plusieurs semaines avant et personne me l'a dit. Et puis en plus, à chaque fois que je posais des questions, que je voulais faire du sport, faire du vélo notamment, ben, en fait, on me répondait, «Non, c'est trop dangereux» et cetera. Et en fait, dans le dossier médical, c'est marqué des choses comme, ouais, la patiente discute les consignes, elle refuse les interventions, elle demande l'avis de sa sage-femme comme si c'était une professionnelle et en fait, pour moi, c'est pas du tout OK, en fait, d'avoir un dossier médical comme ça. Donc je prends la décision vraiment de changer de maternité. C'est un choix qui me coûte parce que du coup, la maternité que j'avais choisie, elle était à 10 minutes de chez moi en voiture, donc vraiment c'était cool et cetera. L'autre, elle est quasiment à 1 heure. Je connais pas, je suis un peu stressée, j'aime pas trop les hôpitaux, mais c'est la seule maternité où quand je l'ai eu au téléphone, ils m'ont pas dit d'emblée qu'un accouchement gémellaire, c'était un accouchement en position gynécologique. Ils m'ont dit: «On peut tester des choses, différentes, à voir avec, le suivi de la gynécologue et à voir, votre état de santé au moment où ça se présente» C'est ça, et en du tout coup, cas je un me peu dis: plus «OK». ouvert, un peu plus de bienveillance, d'écoute vis-à-vis de toi et voilà, pas des choses non plus qui sont cachées comme dans l'autre maternité. C'est ça et donc du coup, quand j'arrive dans cette nouvelle maternité pour rencontrer la nouvelle gynécologue qui me suit, le premier truc qu'elle me demande, c'est: «OK, quels sont les résultats de l'autopsie de votre, bébé décédé et est-ce qu'on a fait les examens nécessaires pour savoir si ça va pas Hmm. se reproduire, sur vos bébés?» Et là, je fais: «Bah, en fait, mon premier bébé, il avait qu'une seule artère ombilicale et c'est ça qui plus la grossesse gémellaire, plus le fait qu'il était implanté très, très haut et donc dans un endroit très peu vascularisé, qui a fait qu'il n'a pas pu survivre» et donc du coup, elle dit: «Bah, ça, c'est super facile à vérifier. Venez, on passe sur la table d'échographie et dans 10 minutes, je vous dis si c'est bon ou si on a un problème». Elle regarde et elle fait: «Non, tout est bon, il y aura pas ce problème-là sur cette grossesse-là». Et du coup, elle continue son échographie, elle dit: «Pour moi, tout est nickel. C'est très bien que vous ayez fait un cerclage, du col de l'utérus parce qu'effectivement, il y en a une qui est très basse et qui pourrait appuyer un peu plus. Mais pour moi, tous les voyants sont au vert. Au niveau de l'accouchement, c'est comme vous voulez. Nous, on est rassurés d'avoir la péridurale si on a besoin de faire un geste sur le deuxième bébé.
mais globalement, on peut la retarder au maximum et à voir avec l'anesthésiste après pour la position d'accouchement. Ça, c'est lui qui va gérer s'il peut faire, ce qu'il peut faire. Donc globalement, je suis très, très bien reçue. L'anesthésiste qui me reçoit quelques semaines après pour le rendez-vous anesthésiste, il me dit qu'il ne peut pas faire une péridurale où il ne met pas du tout de produit, mais qu'effectivement, on peut la retarder au maximum et qu'il peut s'arranger pour que je puisse être un peu mobile et que dans la mesure où je sens mes jambes, je peux me mettre dans la position que je veux. Ouais, tu sens qu'on respecte quand même tes choix et qu'on écoute toi, tes demandes à toi. C'est ça. Et on commence à me parler de déclenchement. On me dit, normalement, il n'y a pas de risque. Les bébés vont arriver entre 36 et 38 parce qu'on enlève le cerclage à 36. Donc, en général, les bébés arrivent entre 36 et 38. Pas de panique. Et sinon, à 39, on déclenche. Mais il ne se passe rien. Je passe, donc on m'enlève le cerclage effectivement à 36. Tout se passe bien, mais pas de bébé en vue. Donc, je donne quand même le feu vert pour le déclenchement. J'ai l'injection du produit à 9h et il se passe rien enfin, j'ai des contractions douloureuses, quoi, mais on a beau faire des monitos et tout ça, il se passe rien de foufou jusqu'à 21h le soir. À 21h le soir, je redescends pour le dernier monitoring de la journée. Je suis à peine ouverte à 1, voilà. Heu et clairement, on m'annonce que, bah, c'est pas pour ce soir, quoi. Voilà et en fait, je vais aux toilettes et là, je fissure un petit peu la poche des os, donc je retourne dans le couloir dire, si jamais j'ai fissuré la poche des os et à ce moment-là, en fait, clairement, je finis trempée. Que là, la sage-femme, elle fait genre: «Non, là, vous avez pas fissuré, vous avez rompu». Donc elle dit: «Bon, le travail va s'intensifier, mais probablement que vous en avez encore pour quelques heures. On va refaire un monitoring pour, s'assurer que tout va bien pour le cœur des bébés et puis, bah, voilà, vous allez rester encore quelques heures là et ça va aller». Et donc du coup, elle m'installe pour le monitoring, puis en fait, au bout de 30 à 45 minutes, j'en peux plus, j'ai envie de tout arracher, donc je l'appelle, je lui demande d'enlever, et je lui dis: «Ouais, non, mais là, la douleur, elle est insupportable, je vais pas pouvoir tenir, il va falloir faire la péri». Et elle me dit: «Mais non, vous avez un projet d'accouchement physio, vous avez dit que vous voulez qu'on retarde au max. Là, on a examiné toute la journée, ça a pas bougé, donc je vous réexamine pas tout de suite et dans tous les cas, je ne vous fais pas poser la péri avant 4 centimètres». Et par contre, elle commence à dégainer tout un tas d'astuces, de techniques pour montrer, à mon mari ou pour elle essayer de me soulager tout ça et au bout d'un moment, moi je lui dis juste: «Non mais en fait, c'est 20 minutes après, hein, mais 20 minutes après, je lui dis: "Non mais arrêtez en fait, là j'ai juste vraiment l'impression de me faire dessus en permanence. Vous m'examinez et on va poser cette péri". Et là, elle m'examine, elle fait: «Ah bah c'est parfait, vous êtes à 4, go poser la péri». Donc elle m'emmène en salle de naissance. Il y a 20 mètres entre la salle, où j'étais pour les monitorings et la salle de naissance. Elle appelle l'anesthésiste, on traverse le couloir, on arrive dans la salle et là, je vois tout de suite l'anesthésiste devenir blanc comme un linge. Je sais qu'il vient de lâcher une autre maman, qui avait demandé la péri, et où il a dû foncer pour moi parce que, j'ai des jumeaux et que donc du coup, je passe en priorité. Et je le vois devenir blanc comme un linge parce qu'il voit très bien à ma tête que, il va pas avoir beaucoup de temps. Donc il me pose la péri entre 2 contractions et au moment où il dit, je me souviendrai, je pense, toute ma vie de cette phrase, au moment où il dit: «C'est bon, vous pouvez bouger», je me couche sur le côté, j'entends la sage-femme au bout de la salle dire: «Vous voulez accoucher dans quelle position du coup?» Je baragouine, sur le côté tout en jurant parce que ça fait super mal, parce que je suis en pleine contraction et là j'entends juste le Mmh. petit, clac de elle vient de finir de mettre ses gants, elle tend les mains et elle rattrape le bébé. Ah waouh! Vraiment, il s'est passé 2 poussées entre le moment où l'anesthésiste m'a dit: «C'est bon, vous pouvez bouger» et le moment où ma première fille est sortie. Donc autant dire que j'ai vécu un accouchement sans anesthésie, enfin sans péridurale parce que, bah, elle a pas du tout et l'anesthésiste a même pas appuyé sur le bouton, pour lancer la première dose ou quoi que ce soit. Il voyait bien que c'était trop tard. Du coup, j'ai eu un accouchement particulièrement intimiste puisqu'on était 4 dans la salle, mon mari et moi inclus. Par contre, pour le coup, après la sage-femme, elle appelle toute l'équipe, et donc du coup, on fait une petite échographie. Effectivement, la deuxième jumelle, elle s'est mise en siège et elle est complètement perdue. Elle arrive pas du tout à trouver la À trouver sortie. la Donc la sortie. Mmh. gynécologue
c'est ça. La gynécologue me dit, calmement: «Bah, je vais l'aider à trouver la sortie». Pas je vais aller la chercher comme dans tout ce qu'on m'avait dit, jusque-là, mais je vais l'aider à trouver la sortie et j'ai vraiment été subjuguée par la manière dont elle a fait ça. C'est-à-dire que, elle s'est assurée déjà que, elle avait très peur que la péridurale ne fonctionne pas ou pas suffisamment vite. Mais du coup, en quelques minutes, en 5 minutes, c'était bon. Je lui dis que je sens plus rien et donc du coup, elle y va et en fait, elle s'adresse à mon bébé comme s'il était sur une table allongée, comme s'il était déjà là, comme si elle pouvait vraiment lui parler et dit: «Bah, viens, regarde, tu vois, j'attrape tes petits pieds, je vais te montrer quel est le chemin» et donc du coup, ma deuxième est née comme ça, avec beaucoup de douceur sur un Beaucoup de truc où douceur, j'avais ouais, très, carrément. très peur, ouais. Ouais, j'avais très, très peur et ça a été super bien accompagné. Elle a bu la tasse, Ok. Mm. à la naissance. Elle a eu besoin d'être aspirée et elle a eu besoin de passer en couveuse. Donc j'ai vécu les minutes les plus longues de ma vie avec une de mes filles dans les bras et à demander toutes les 10 secondes, à chaque professionnel de santé qui passait par là: «Et l'autre, comment elle va?» Mais on me l'a très, très vite ramenée. Au final, après une demi-heure de couveuse, elle pouvait être dans nos bras. Oui, et finalement, du coup, est-ce que ce deuxième accouchement, comme tu le disais, a réussi à apaiser un petit peu aussi les douleurs de la première grossesse, etc. Est-ce que ça vient aussi penser quelques plaies, quelques blessures de cette première grossesse? Eh bah, totalement, parce qu'en fait, j'ai réalisé pendant la grossesse que ma peur, viscérale quelque part qu'on m'enlève mon deuxième bébé, c'était aussi le fait que j'avais assez mal vécu finalement cette révision utérine où, j'avais même pas eu l'occasion de pouvoir essayer de vivre la délivrance du placenta ou ce genre de choses. Que ces moments-là m'avaient été enlevés et que du coup, j'avais pas du tout l'impression d'avoir accouché de mon deuxième bébé. Pendant la Hmm. deuxième grossesse, je faisais énormément de cauchemars où j'avais l'impression qu'en fait, Yaël, mon bébé décédé, était toujours là et le fait, en fait, d'avoir changé de maternité, d'avoir pu être, accompagnée de manière vachement bienveillante et posée là-dessus, bah, ça m'a permis, ouais, vraiment de réparer et de retrouver confiance aussi dans les établissements de santé et tout ça, sur le fait qu'ils étaient aussi totalement capables d'accompagner les mamans sur des moments potentiellement difficiles ou stressants en ayant de la douceur, de la délicatesse et de l'humanité au final. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à justement tout ton vécu, tes deux grossesses? Tu disais au début, quand je t'ai demandé de te présenter, que tu étais maman de 3 ou 4 enfants. Toi, tu te sens plutôt maman de 3 ou de 4 enfants, justement? Bah, justement, j'arrive toujours pas à définir et je crois que c'est pas grave si on Hmm. définit pas exactement. C'est-à-dire que, dans la vie de tous les jours, quand on me demande combien j'ai d'enfants, en général, je réponds 3 parce que j'ai pas envie d'expliquer. Ouais, Parce que j'ai pas envie, de devoir me justifier au final, de tout ça. Par contre, c'est clair que j'hésite pas à dire, quand on me demande: «Bah oui, j'ai eu 2 grossesses gémellaires». «Comment ça, tu as eu 2 grossesses gémellaires?» Bah, du coup, oui, j'explique. Il y a pas mal de choses qui ont changé aussi avec le fait que j'ai des jumelles. C'est-à-dire que pendant les premières années de vie de mon fils, j'avais déjà une poussette double parce d'accord. qu'elle Hmm. s'accroche au vélo, que ça coûte cher et cetera et en fait, j'avais cette poussette double parce que du coup, j'espérais un deuxième bébé. Mais du coup, j'avais beaucoup de gens qui me faisaient des blagues, qui pensaient rigolotes en me disant: «Bah alors, vous en avez perdu un?» Et bah, je répondais, dans ces moments-là, je répondais de manière très cash: «Oui, il est décédé pendant la grossesse» et en général, ça mettait les gens très, très mal à l'aise. Mais en fait, j'en avais juste marre qu'on fasse cette blague parce Bah ouais. qu'effectivement, Hmm. on ne sait pas si quelqu'un a perdu un enfant ou pas. Voilà et donc du coup, le fait d'avoir des jumelles, ça m'a permis aussi de plus subir ce genre de remarques parce que maintenant Hmm. je subis les fameux, «Oh, c'est des jumelles?» et quelque part, bah, ouais, je me sens relativement bien avec mon rôle de maman, avec mes enfants, même si, bah, c'est pas toujours facile. On est toujours, ouvert à la discussion, que ce soit avec, des gens, des adultes ou même avec nos propres enfants. Ethan, il demande, souvent comment ça s'est passé pendant la grossesse. Il sait depuis le début qu'il a un frère. Il sait pourquoi il est mort, il sait qu'est-ce qui s'est passé. Il faut souvent des questions sur,
comment ça se fait que son frère il est pas là, Oui, pourquoi est-ce surtout que ses qu'il petites doit sœurs elles sont aussi 2. peut-être voir voilà, ses petites sœurs qui sont 2. Lui, il connaît aussi son histoire puisque vous lui en avez parlé directement, comme tu le disais. Donc, c'est d'autant plus de questions de sa part du coup, qui se posent et qui arrivent dans son esprit. Ouais. C'est ça, mais on a vraiment voulu faire en sorte que ce soit pas un tabou, quoi. Ouais. Et qu'on puisse en parler, mettre des mots. Et du coup, en fait, tout notre entourage connaît le prénom, accepte d'en parler sans trop de problèmes. Et on a même des parents d'enfants qui ont à peu près le même âge que notre fils, qui du coup nous disent des fois: «Ah bah, j'ai parlé à mon enfant de Yaël et j'ai dû lui expliquer un petit peu ce qui s'était passé». Bon, tout s'est bien passé, mais voilà, vous serez pas surpris si tel enfant vient vous dire, «Ah et du coup, tu avais un autre bébé que tu pas eu finalement» et cetera. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.